Je suis désolée, je suis malade. Genre là vraiment je peux pas respirer par mon nez. Du coup si je parle du nez pendant toute la vidéo c'est juste vraiment je commence à tomber malade quoi. Mi-septembre ça y est ça arrive. Bref. Hola les gars et bienvenue dans cette première vidéo comme ça un petit peu posée sur ma chaîne. On va prendre le temps de discuter. Pour cette première vidéo un petit peu posée comme ça, j'avais envie de revenir sur le voyage qu'on a fait en Suède cet été. Puisque si vous avez un peu suivi sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir qu'on est parti en Suède depuis l'Alsace 100% en train. C'était vraiment un voyage super cool et j'avais vraiment envie de revenir dessus. Donc aujourd'hui on va vraiment parler de voyage en train, de voyage un petit peu plus lent, de comment justement prendre le temps, partir un petit peu loin. Parce qu'on avait pas mal de questions sur justement le prix, la réservation des trains, est-ce que c'était long, combien ça nous a coûté, est-ce qu'on a eu des galères, etc. Du coup le but de cette vidéo c'est vraiment un petit peu de répondre à ça et de vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait sur ce voyage en Suède. Alors déjà pour vous resituer un petit peu le contexte, on est parti à 4 et on est parti du coup 100% en train entre Mulhouse, donc en Alsace, et Malmö en Suède. Je vais essayer de vous mettre une carte et pas mal de photos pour documenter un petit peu ce que je dis et que vous vous rendiez un petit peu compte de... Bah voilà, du trajet, des choses qu'on a vues, etc. Donc le départ c'était pas à Mulhouse, c'était à Bâle, donc, qui est une ville suisse très proche de Mulhouse. Donc on est parti, on avait un direct entre Bâle et Hambourg, puisque du coup notre voyage on l'a pas fait d'une traite, on n'a pas fait Mulhouse-Malmö d'un coup et on a visité la Suède. Non, nous on a choisi de faire des étapes pour justement profiter du voyage et justement faire en sorte que le voyage, le trajet en lui-même devienne vraiment une grosse partie du voyage, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool. Et c'est ça aussi que j'avais envie de vous partager parce que c'est une démarche qu'on oublie un petit peu quand on prend l'avion par exemple. On va à l'aéroport, on a 1 heure, 2 heures d'avion, etc. Le voyage est un petit peu différent, on est au-dessus, on voit pas forcément le paysage. Là du coup le train c'est vraiment une démarche complètement différente. J'avais envie de vous parler un petit peu de ça aussi. Donc nous on a fait plusieurs étapes. On est parti donc de Bâle à côté de Mulhouse, on est allé à Hambourg. Ensuite on est resté un petit peu à Hambourg, on est ensuite parti à Copenhague et ensuite on est encore parti à Malmö, donc qui est en Suède. Donc on a fait vraiment un trajet en 3 étapes et c'est de ça un petit peu que je vais vous parler là tout de suite. Donc pour commencer on est parti de Bâle direction Hambourg, donc là on avait un train direct qui a duré 7h23. Du coup les trains on les a réservés 4 ou 5 mois à l'avance je crois, peut-être même un peu plus, pour avoir un prix quand même pas trop cher et pour être sûr d'avoir une place. Ce train là, donc le tout premier qu'on a pris, il a été changé 2 mois avant le départ je crois, puisqu'il y avait un souci, on avait une correspondance au milieu et le premier train avait été décalé, donc on pouvait plus avoir la correspondance, etc. On est parti donc avec la Deutsche Bahn, donc la DB qui est la compagnie allemande, et ce qui est bien avec ça c'est que du coup là notre train a été annulé et donc on pouvait prendre n'importe quel ICE, donc c'est les TGV allemands, parce qu'on avait réservé un ICE. Donc on pouvait prendre n'importe quel ICE pour rejoindre le point qu'on devait rejoindre. Donc on a juste choisi un autre ICE direction Hambourg, et le seul truc qu'on avait à faire c'est racheter des places assises, puisqu'en Allemagne on achète sa place de TGV et en plus on doit acheter sa place assise pour être sûr d'avoir une place. En fait on peut acheter une place de train, un billet de train sans prendre de place assise, donc on peut rester debout dans le couloir si on a envie par exemple. Mais nous du coup on avait pris des places assises, je crois que ça... Je sais plus si c'était une dizaine d'euros ou si c'était 5 euros. Mais bon bref, ça coûte pas hyper cher, c'est max 10 euros je crois la place assise. Mais du coup donc ce premier train, donc on a eu 7h23 de train entre Bâle et Hambourg. C'est passé plutôt vite mais moi j'ai trouvé que c'était le trajet le plus long. Parce que déjà on n'était pas à 4, normalement on avait réservé dans tous les trains des sièges à 4 pour pouvoir discuter, pour pouvoir faire des jeux de cartes, etc. Et là du coup comme il y a eu un changement et qu'on a dû prendre des places qu'on n'avait pas choisies au début, on était 2 et 2 donc côte à côte. Et en plus on était dans un wagon silence, donc les wagons normalement on est censé être un peu calme et pas trop faire de bruit. Du coup forcément on n'a pas trop fait de jeu, j'ai un peu dormi, la clim était super froide, genre vraiment dehors il faisait 30 degrés, je sais pas la clim elle devait être à 21. Je sais pas, j'étais gelée, j'étais en short. Mais globalement on n'a pas eu de problème, tout s'est bien passé, etc. Ensuite du coup on est arrivé à Hambourg à peu près 15h je crois. On a récupéré notre chambre d'hôtel et on est parti visiter un peu la ville. Bon on est arrivé un dimanche, c'était un peu mort, mais il faisait beau, c'était assez cool. On a un peu visité, on a mangé dehors le soir. Et le lendemain on avait pareil la journée entière, enfin presque entière, puisqu'on repartait à 15h pour notre autre train. C'était Hambourg-Copenhague et c'était 4h50 de train je crois.
toujours avec la Deutsche Bahn, c'était aussi un ICE. Le trajet était complètement différent parce que là on a vraiment fait le nord de l'Allemagne et on a traversé le Danemark et c'était trop beau. On a traversé des paysages vraiment magnifiques, en plus on commence à voir les petites maisons typiques du Danemark, c'est trop chouette. Il y a vraiment des endroits où on voit vraiment bien la mer depuis le train. On est arrivé vers 20 h à Copenhague, là-bas on a récupéré directement notre chambre en auberge de jeunesse, puisque du coup là-bas on a fait une auberge de jeunesse assez grande avec pas mal d'espaces communs pour jouer aux cartes, pour aller boire un verre. Il y avait aussi des terrains de foot, des tables de ping-pong, enfin il y avait vraiment un espace commun pour rencontrer des gens, chiller. Cette auberge de jeunesse, donc les chambres étaient très petites, genre on n'avait même pas la place d'ouvrir une valise. C'était vraiment un couloir. Si tu voulais ouvrir ta valise, fallait que tu te coordonnes pour vraiment être dans un coin et réussir à l'ouvrir. C'était drôle. On avait des genres de... On aurait dit des petites cabines de bateau pour dormir, c'était marrant. Voilà. On est resté 2 jours à Copenhague, on a fait pas mal de choses. C'est chouette de voir une ville où tout le monde se déplace à vélo, c'est assez vert, il y a pas mal d'espace naturel on va dire. Ensuite on a pris un train qui fait Copenhague-Malmö. Comme vraiment les deux villes sont très proches, en fait il y a un pont au-dessus de la mer qui passe. Il y a des trains toutes les demi-heures qui vont de Copenhague à Malmö et dans l'autre sens aussi. Donc ça c'est très pratique parce que le trajet dure 40 minutes. On est donc de centre-ville à centre-ville. Pas besoin de réserver les tickets à l'avance puisque du coup on peut les prendre directement en gare, que ce soit à Copenhague ou à Malmö sur les petites bornes. Et ça coûte pas très cher, je crois que nous on a payé même pas 10 € par personne. Il y a un tarif de groupe qui s'applique à partir de 4, donc trop bien qu'à partir de 4 tu sois déjà considéré comme groupe. Et voilà, donc c'est passé assez vite, le trajet est trop beau parce que forcément on est au-dessus de la mer. Là du coup à Malmö on n'est pas resté longtemps, on est resté 24 heures je crois, et à la fin de ces 24 heures on a récupéré une voiture quand même. Parce que on avait regardé pour faire tout le sud de la Suède en train et en bus etc, sauf que c'est assez compliqué parce qu'en fait, on a choisi que des petits villages et on a choisi d'aller sur l'île d'Hollande qui est complètement à l'est de la Suède. Et en fait c'est assez compliqué d'aller de faire tous ces trajets en train et en bus parce que les bus il y a beaucoup d'endroits où il y avait très peu de bus, genre 1 ou 2 dans la journée. Donc en termes de gestion c'était compliqué, en plus comme on était 4, du coup on a fait le choix de, là pour cette partie, prendre une voiture qu'on a louée, et donc on a partagé donc, les frais et l'empreinte carbone à 4. En termes de prix aussi, je sais pas trop ce que ça aurait donné parce que là du coup je vais vous reparler des prix à la fin, mais tout ce qu'on a payé en termes de train est moins cher que de prendre un pass Interrail par personne. Donc peut-être que si on avait pris tous les trains on aurait pu prendre un pass Interrail. Du coup on a loué une voiture pour faire le sud de la Suède, donc on est descendu de Malmö, on a fait plusieurs petites étapes jusqu'à arriver à l'île d'Hollande où on est resté 2 jours, et ensuite on a retraversé le reste de la Suède pour revenir vers Malmö. Tout l'itinéraire qu'on a fait en voiture c'était à peu près 1000 km sur une semaine. Par rapport à ce qu'on a visité en Suède, donc déjà ce pays est incroyable, très nature, très axé écologie, respect de la nature. Il y a des poubelles de tri partout, les gens respectent l'environnement, on a fait des parcs naturels, c'est hyper propre, il n'y a pas un déchet par terre. Et même globalement dans les villes partout, c'est hyper propre, il n'y a pas un déchet par terre. Vraiment j'ai trop aimé ce pays. On est parti de Malmö, on est descendu, on a fait un premier stop dans un petit village. Et là je vous ai donné quelques grandes villes, mais j'ai pas forcément envie de donner le nom des villages et des endroits où on était précisément, parce que je trouve ça bien de pas représenter un endroit et de dire allez là-bas c'est trop bien, c'est trop beau. Voilà, nous on connaissait rien, on a vraiment fait des recherches dans des livres, sur internet, on a essayé de voir un peu avec Google Maps des endroits qui avaient l'air sympas, pas trop touristiques. Donc j'ai pas forcément envie de donner les détails précis. J'ai donné quelques localisations sur Instagram et encore vraiment pas toutes. Mais voilà, en tout cas j'ai donné les environs de là où on était. Je vais faire pareil du coup dans cette vidéo, je vais pas donner les localisations précises des endroits où on était. Juste un petit peu les environs pour vous situer et que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. En dehors des grandes villes on a dormi, je crois tous nos logements en Suède en dehors de Malmö c'était que dans des fermes qui ont été un peu refaites pour avoir des espaces pour les voyageurs. Le premier qu'on a fait, on était dans un petit village avec beaucoup de vergers proche de la mer, et donc ce village, nous on a dormi chez Nina, donc qui est une dame qui avait, je crois, sur le terrain il y avait je crois 3 maisons. Il y avait sa maison à elle, la maison de sa sœur, et ensuite la maison de la grand-mère qui était partagée aussi avec du coup le côté visiteur sur 2 étages. Nous on avait un étage, l'étage du bas, et il y avait d'autres personnes qui louaient l'étage du haut.
Donc c'était plutôt bien fait parce que on était très proche des gens, donc si on avait besoin de recommandations, ils avaient vraiment envie de nous montrer ce qu'ils aimaient autour de chez eux. On a eu plein de recommandations sur ce qui était intéressant à aller voir, etc. Donc ça c'était cool. On a appris plein de choses. Cette maison, c'était une maison des années 1800, donc vraiment une énorme ferme des années 1800 qui avait été un peu refaite, mais pas trop. Et du coup c'était chouette parce que c'était vraiment très typique. Je pense que c'est l'endroit que j'ai le plus aimé. Il n'y avait pas de meubles Ikea ou quoi que ce soit, c'était vraiment plein de décorations et d'objets typiques. Des choses qui étaient un petit peu plus anciennes mélangées à des choses un peu plus neuves. Et c'était trop beau, vraiment l'atmosphère de tout au milieu de rien, du calme. Je crois que c'est ce que j'ai préféré et le deuxième jour on était là-bas, il pleuvait. Et en fait il y avait une sorte de verrière à cheval entre l'extérieur et l'intérieur où on a pu se mettre et ce jour-là on a passé l'après-midi à jouer aux cartes avant de sortir prendre le goûter dans la petite ville qui était pas loin. Et c'était trop bien parce que c'était un trop chouette moment, on était vraiment dans la nature avec le bruit de la pluie. Mais je crois que c'est mon meilleur souvenir de la Suède, j'ai vraiment adoré cet endroit, l'atmosphère, enfin tout ce qui se dégageait de cet endroit, c'était vraiment trop chouette. J'ai trop aimé. Donc là, dans cet endroit-là, on était resté 2 jours et ensuite on a fait un petit stop d'une journée un petit peu plus loin dans un autre village. Et là c'est pareil, on était sur une exploitation de ferme justement. En gros il y avait plusieurs bâtiments et nous notre bâtiment c'était une maison de bûcheron des années 1700 qui avait été justement refaite pour accueillir des gens. Et au milieu, bah voilà, il y avait un potager, il y avait derrière un énorme corps de ferme avec des chevaux, des moutons, etc. C'était qu'une nuit, mais on a vraiment profité des alentours, c'était très nature, il y avait un petit lac pas loin. Donc avec Justine, on s'est levé super tôt le matin, on est parti à 6h30 je crois, on a marché jusqu'à ce lac dans la forêt. C'est trop beau, il y avait personne, mais vraiment personne. C'est trop agréable, on était en pleine nature. C'était un trop bon souvenir. Et ensuite on est parti direction l'île d'Hollande, donc qui est vraiment à l'est, qui est plus connue pour les plages. Enfin, c'est les Suédois qui vont là-bas faire leurs vacances d'été. Mais quand on dit tourisme là-bas, c'est pas trop comme tourisme chez nous. C'est-à-dire qu'il y avait des plages incroyables, il y avait du monde, mais c'était genre... c'est pas comme chez nous où tu vas dans le sud de la France, tu poses ta serviette, t'as pas la place parce qu'il y a trop de monde. Là-bas c'était vraiment des grandes étendues avec vraiment l'aspect nature qui est quand même très proche à chaque fois. Hyper propre, pas de mégots par terre, pas de saleté, enfin des gens trop respectueux. Au milieu des pins, c'était trop beau, pareil, je vais vous mettre des photos parce que c'était incroyable. Donc là on est resté 2 jours sur cette île et là pareil on était entouré de fermes avec des vaches partout. Des petits étangs, enfin c'était trop beau. Et les propriétaires, on les a pas vus tout de suite, on est resté 2 jours, en fait on était dans une énorme maison rien que pour nous, à côté de la maison des propriétaires qui étaient partis en vacances dans le nord. Et ils sont revenus le jour où on est parti, mais du coup c'est leurs voisins qui sont donc leurs amis qui nous ont accueillis. Ils étaient trop drôles. Ils étaient très contents de savoir qu'on était français parce qu'ils adoraient venir en France, donc on a trop parlé avec eux. Ils nous racontaient où ils allaient acheter leur champagne, où ils allaient manger leurs huîtres et tout, c'était trop drôle. Les seuls trucs qu'ils ont retenus de la France, c'est la grève. Parce que la dernière fois qu'ils étaient venus en France, il y avait les gilets jaunes. Donc ils s'étaient retrouvés bloqués et ils pouvaient pas faire le plein d'essence. Ils ont retenu la grève et le champagne. Genre vraiment. Pour eux la France c'était la grève et le champagne, c'était trop drôle. Cette île c'était vraiment super beau. On a fait des plages du coup là-bas. Et puis voilà, on était comme d'hab en pleine nature au milieu de rien. Et ça c'est vraiment le truc que j'ai le plus aimé, c'est que il n'y a pas trop de pollution sonore, pas trop de pollution lumineuse. T'as vraiment un accès à la nature qui est dingue et c'est trop agréable. Faut que cet endroit reste pas trop touristique. Donc en même temps cette vidéo est contre-productive puisque je vous dis que c'est génial, ça va sûrement vous donner envie d'y aller, mais c'est plus l'idée de vous inciter à faire un voyage en mode slow, de prendre le train pour y aller, de prendre le temps de pas faire des trucs touristiques, de chercher vous-même des petits villages, des petits endroits, de rencontrer les gens. Donc voilà, c'était pour l'île d'Hollande. Ensuite on a retraversé du coup toute la Suède. Là pour le coup on a fait un gros trajet. C'était le plus long trajet, je crois qu'on avait 4 heures de route. C'est pas énorme la Suède pour traverser d'est en ouest. Et pareil là-bas, avant de retourner à Malmö rendre la voiture, on voulait pas refaire une nuit à Malmö puisque c'est une grande ville. Donc on a dormi à 1 heure de Malmö. On était encore dans une ferme, on était dans un centre équestre. Où pareil, au fond du centre équestre, ils avaient refait un endroit en fait pour accueillir les touristes. Donc ça c'était plutôt cool. Et ensuite on a rendu la voiture le lendemain à Malmö. Et on est reparti. Là par contre au retour on a fait directement Malmö-Copenhague et Copenhague-Hambourg. On n'a pas fait de pause, on a tout enchaîné pour arriver à Hambourg. On a passé une journée complète le lendemain à Hambourg vraiment pour visiter ce qu'on n'avait pas fait. Donc quartier industriel, qui était vraiment l'endroit que j'ai préféré, c'était très joli. On a fait aussi les jardins japonais qui étaient vraiment super chouettes. On n'avait pas du tout l'impression d'être en Allemagne, c'était
Là pour le coup c'était vraiment une découverte complète. En plus quand on y était il faisait un peu gris, il y avait du brouillard, donc il y avait vraiment une atmosphère. T'avais pas l'impression d'être en Allemagne, c'était trop drôle. Le lendemain de la deuxième nuit, on avait le train directement à 7h du matin je crois. Le retour on a eu 9 heures de train, 9h30 je crois, un truc comme ça. On n'avait pas de direct qui faisait 7h20 directement Hambourg-Mulhouse comme on a eu à l'aller. Là pour le coup on a dû prendre un train qui faisait je crois Hambourg-Mannheim et ensuite Mannheim Mulhouse. Donc on avait un ICE, donc TGV allemand à l'aller, enfin sur le premier trajet jusqu'à Mannheim, qui a du coup pris du retard. Donc là on a eu un peu peur parce qu'on avait 40 minutes de correspondance et on voyait que plus ça avançait, plus il y avait de retard de prévu dans le train. On était là putain, s'il y a 1 heure de retard on n'y arrivera pas quoi. Au final on est arrivé, on avait 15 minutes ou 10 minutes je crois pour changer, donc au final tout allait bien. Et là ensuite on avait un TGV français donc de Mannheim à Mulhouse. Donc bon là ça s'est bien passé, pareil, il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu de soucis et on est arrivé à bon port. Alors pour parler du trajet en train de manière générale, déjà en termes de temps, c'était pas si long que ça au final. Puisque du coup pour faire Mulhouse-Hambourg on avait pour 7h30, ensuite Copenhague, Hambourg-Copenhague on avait pour un peu moins de 5 heures et ensuite 40 minutes de traversée pour aller jusqu'en Suède. Donc en fait pour faire un Mulhouse-Suède en direct, voilà ça peut être assez rapide entre guillemets, 13-14 heures de train, 15 heures, je sais pas. Nous on voulait pas trop se presser donc on a fait des étapes et franchement je regrette pas, c'était vraiment trop chouette de pouvoir s'arrêter, de visiter d'autres villes, de prendre le temps et vraiment de pas avoir trop de train non plus dans une journée. Mais du coup si vous voulez faire en une fois je pense que c'est faisable quoi. Je regarde ma feuille parce que j'ai tout noté là. En termes de prix, du coup on en a eu chacun aller-retour total, donc sur les 7 trains qu'on a pris, pour chacun on en a eu pour à peu près 200 €. Un petit peu plus de 220 je crois. Ce qui est franchement pas cher parce qu'on s'y est pris à l'avance, que 200 € l'aller-retour, pour le coup c'était pas énorme. C'est à peu près les prix qu'il y a en avion avec un bagage en soute. Sachant que là en plus en train on fait des stops dans d'autres villes, on visite d'autres choses, donc voilà. C'est complètement un voyage différent en fait. C'est pas trop comparable mais souvent on compare à l'avion donc voilà. Au niveau des retards, bah, comme j'ai dit, franchement, à part le dernier train, enfin l'avant-dernier, on n'a pas eu du tout de retard. Un qui a été annulé avant, mais avec la Deutsche Bahn, c'est assez facile de. Bah, du coup, on peut réserver sur n'importe quel train sans rien changer. Faut juste réserver les places, donc au final, très pratique. Et moi, j'ai pas trouvé que ça avait posé trop de problèmes. Globalement, niveau confort, etc., franchement, les trains qu'on a pris, que ce soit en Allemagne ou en Suède et au Danemark, vraiment tout était bien, propre, confortable, pas eu de soucis. Ils ont des grandes places pour mettre les valises, ça c'est trop chouette par rapport à nous dans les TGV français. Il y a vraiment pas mal de place pour mettre les valises et c'est chouette parce que surtout dans les racks en haut, nous on avait des gros sacs à dos en fait de 10 kilos sur le dos et du coup dans les racks en haut, souvent dans les trains français il n'y a pas forcément de place, surtout quand c'est à 2 étages. Et là pour le coup il y avait vraiment de la place pour mettre dans les racks donc ça c'était très pratique. Du coup le dernier point que je voulais aborder c'est le bilan carbone de ce voyage puisque les chiffres sont assez, pas impressionnants mais voilà on voit qu'on a pu réduire notre empreinte carbone sur ce voyage par rapport à un voyage qu'on aurait pu faire en avion. J'avais fait un post là-dessus sur les réseaux, je le retrouve, j'ai mis dans le bilan je crois. Parce que du coup j'ai calculé donc les trains aller-retour. J'ai calculé avec le calculateur de l'ADEME si ça vous intéresse. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo je pense. Mon impact CO2, un truc dans le genre. Qui permet du coup de calculer soit d'un point précis à un autre, soit sur une distance, si vous l'avez pas par exemple. Donc là par exemple j'ai calculé donc les trains aller-retour. En plus on peut faire la distinction entre TGV et Intercité par exemple pour les émissions, donc ça c'est trop cool. Du coup pour l'aller-retour en train on a par personne, hein, on était à 9,94 kg de CO2 équivalent. Pour la location de la voiture par personne toujours on était à 60,7 kg de CO2 donc pour les 1000 km qu'on a fait en voiture. Donc ça nous fait un total de 70,64 kg de CO2 par personne sur ces 2 semaines de voyage. Donc uniquement pour le transport bien évidemment, j'ai pas calculé le reste. C'était pour faire une petite comparaison pour vous montrer par rapport à l'avion ce que ça représente parce que là si on avait pris un avion Bâle-Malmö, donc qui est du coup voilà sans les stops hein, mais juste Bâle-Malmö pour aller en Suède, on aurait été à 501 kg de CO2 par personne, plus la location de voiture, ça nous aurait fait un total de 561,7 kg de CO2 par personne. Donc là nous on était à 70 contre 561, donc c'est énorme la différence que ça fait et en fait quand on prend justement cette différence sur l'année et sur tout le CO2 qu'on émet, enfin sur toutes nos émissions en règle générale,
bah en fait de se dire que choisir le train plutôt que l'avion pour ses vacances, c'est déjà une mesure énorme qui permet de réduire bah vraiment son impact en fait. Donc vraiment le train, les points positifs, ça réduit l'impact du voyage, ça permet de vraiment voyager différemment, on a vraiment pris plus le temps. Moi j'ai adoré voir les paysages, etc. Et on a eu des fous rires de fous, on a joué aux cartes pendant des heures dans les trains. Moi j'en garde trop un bon souvenir, expérience que j'ai adorée. Pour conclure un petit peu cette vidéo, j'ai deux choses à dire. Déjà que le train, bah très chouette outil pour réduire ses émissions carbone, très bon moyen de se rendre en vacances, que ce soit pour des week-ends en France, que ce soit un petit peu plus loin à l'étranger, etc. J'ai pas trop parlé de ça parce qu'on l'a pas utilisé, mais il y a le pass Interrail qui peut être une bonne solution pour faire vraiment un gros voyage en train. Je crois que c'était 280 € le pass par adulte. Donc nous, avec nos 220, on était presque proche d'avoir un intérêt à acheter le pass Interrail. Mais si voilà, si on n'avait pas pris la voiture et qu'on avait fait plein de petits trajets en train en plus par exemple, ça aurait peut-être été rentable de prendre le pass Interrail. Là, faut vraiment comparer, voir si bah, votre voyage, combien il va vous coûter. Franchement, ça peut être un bon moyen le pass Interrail parce que si on avait réservé plus tard, le deuxième train sur lequel on était et qu'on a dû changer, les places étaient passées à, au lieu de 50 € par personne, c'était passé à 150 je crois. Donc là, pour le coup, le pass Interrail aurait été intéressant parce que ça fait augmenter le global et c'est chouette et vous avez plein de destinations, vous pouvez choisir un nombre de jours, voilà, il y a plein de choses à voir. Je vous mettrai pareil le lien d'Interrail, du pass Interrail dans la description de cette vidéo. Mais du coup le train, donc trop chouette de faire ce voyage en train, de partir avec des amis dans une destination comme la Suède, c'était vraiment trop bien parce que voilà, nous on adore être dans la nature, on adore les choses un peu authentiques, on n'est pas très shopping, visite de ville, attractions touristiques, etc. C'est pas trop notre délire. On a pu quand même visiter des grandes villes comme Hambourg, Copenhague et Malmö, mais aussi passer beaucoup de temps dans la nature et voir des endroits pas du tout touristiques. C'était très appréciable et c'était beau. On a fait des réserves naturelles et franchement moi je garde vraiment un super souvenir de ces vacances et j'adore la Suède. Le fin mot de l'histoire, ça va pas être de vous recommander à fond de partir tous en vacances en Suède et de surtourismer ce pays. En fait, c'est vraiment trouver des endroits qui vous font kiffer, essayer de trouver des endroits si possible pas trop touristiques, dans la nature, etc. Ça peut être en France, hein, il y a plein d'endroits super à découvrir en France. D'ailleurs, je vais bientôt partir dans le Larzac pour un petit week-end et je pense que je vais vlogger ça parce que c'est cool le Larzac. Et c'est paumé, c'est trop bien. Partez à l'aventure, cherchez pas forcément sur Instagram les spots touristiques qu'il faut absolument voir parce que ça va être blindé. Essayez de, voilà, de regarder dans les livres, de chercher un peu sur différentes villes. Enfin nous on a tapé des villes au hasard et on s'est dit est-ce que c'est intéressant. On a regardé sur Google Maps, on s'est dit là il a l'air d'avoir la forêt, est-ce qu'il y a des choses à voir. Là il y a un parc naturel, est-ce que ça peut être chouette. Vraiment on a fait au pif. Que ce soit la Suède ou un autre pays, franchement faites ça. Sortez un peu des sentiers battus et des choses dont on parle tout le temps sur les réseaux et qui donnent envie d'aller voir, hein, certes je suis d'accord. Une fois que tu y es et qu'il y a énormément de monde, ben t'en tires pas la satisfaction que t'as de toi-même chercher des choses, de te dire vas-y je vais essayer de voir ça. Discuter avec les locaux aussi qui vont donner des conseils qui sont super cool. Nous on a appris plein de choses grâce aux gens avec qui on a discuté. Cherchez pas des trucs trop touristiques, essayez de voyager slow. Que ce soit en train, à vélo. Bon, du coup je vais conclure un petit peu cette vidéo ici. Si vous êtes encore là, merci d'avoir écouté cette vidéo en entier, ça fait plaisir. Si le contenu qui concerne le voyage bas carbone, l'éco-responsabilité au quotidien, un mode de vie un peu plus durable, etc. Si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je serai très contente de voir cette communauté un peu grandir. Déjà là c'est trop cool sur les réseaux, j'ai plein de retours positifs. J'ai aussi Instagram et TikTok, je suis très active plutôt sur Instagram. Allez me suivre si vous me suivez pas là-bas. J'essaie de parler toutes les semaines de sujets différents, j'essaie de proposer des astuces, d'ouvrir le débat, etc. Et c'est trop chouette d'avoir des liens avec les gens, de parler, d'échanger. Franchement j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Je vais essayer d'être un peu plus active sur le contenu ici. Et bah d'ici là, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, kiffez votre vie, c'est le plus important vraiment. Et bah soyez un peu plus écolo aussi. A plus.